Extrait des Feuilles d'automne, Victor Hugo. Oui, je suis jeune encore, et quoique sur mon front, où tant de passions et d'œuvres germeront, une ride de plus chaque jour soit tracée, comme un sillon que fait le soc de ma pensée, dans le cours incertain du temps qui m'est donné, l'été n'a pas encore 30 fois rayonné. Je suis fils de ce siècle. Une erreur, chaque année, s'en va de mon esprit, d'elle-même étonnée, et détrompé de tout, mon culte n'est resté qu'à vous, sainte patrie et sainte liberté. Je hais l'oppression d'une haine profonde. Aussi, lorsque j'entends dans quelque coin du monde, sous un ciel inclément, sous un roi meurtrier, un peuple qu'on égorge, appelé et crié, alors, oh, je maudis dans leur cour, dans leur antre, ces rois dont les chevaux ont du sang jusqu'au ventre. Je sens que le poète est leur juge, je sens que la muse indignée, avec ses poings puissants, peut, comme un pilori, les lier sur leur trône et leur faire un carcan de leur lâche couronne et renvoyer ces rois qu'on aurait pu bénir, marqués au front d'un vers que lira l'avenir. Oh, la muse se doit au peuple sans défense, j'oublie alors l'amour, la famille, l'enfance, et les molles chansons et le loisir serein, et j'ajoute à ma lyre une corde d'airain. Il est facile de saisir la transformation des croyances. Le poète suit lentement mais sûrement le chemin du progrès et se laisse aller à un courant irrésistible. Il ne tardera pas, tout en restant respectueux pour des doctrines et des hommes jadis aimés, à devenir tout à fait et pour toujours républicain de raison et de cœur. Le travail de son esprit est visible. Les fruits de sa réflexion apparaissent à mesure qu'il étudie plus profondément l'humanité, et chaque œuvre nouvelle marque un pas en avant. Les Chants du crépuscule, parus en 1835, expliquent clairement l'état de son âme. Ce qui est peut-être exprimé parfois dans ce recueil, a-t-il écrit en le publiant, ce qui a été la principale préoccupation de l'auteur en jetant çà et là les vers qu'on va lire, c'est cet étrange état crépusculaire de l'âme et de la société dans le siècle où nous vivons. C'est cette brume au dehors, cette incertitude au dedans, c'est ce je ne sais quoi d'à demi éclairé qui nous environne. De là, dans ce livre, ces cris d'espoir mêlés d'hésitation, ces chants d'amour coupés de plaintes, cette sérénité pénétrée de tristesse, ces abattements qui se réjouissent tout à coup, ces défaillances relevées, soudain, cette tranquillité qui souffre, cette crainte que tout n'aille s'obscurcissant, et par moments cette foi joyeuse et brillante à l'épanouissement possible de l'humanité. Dans ce livre, il y a tous les contraires, le doute et le dogme, comme dans tout ce que nous voyons, comme dans nos théories politiques, comme dans nos opinions religieuses, comme dans notre existence domestique. C'est peut-être le soir qu'on prend pour une aurore, peut-être ce soleil vers qui l'homme est penché, ce soleil qu'on appelle à l'horizon qu'il dort, ce soleil qu'on espère est un soleil couché. Et le poète, ne sachant ce qui sortira de la révolution de 1830, tant acclamée, chante le peuple vainqueur en juillet et adresse
un souvenir ému à la colonne qui rappelle une gloire passée. Vous, au mépris public, le misérable qui trahit et livra pour de l'argent la duchesse de Berry. En un mot, loin de brûler ce qu'il a adoré, il garde pour ces dieux d'autrefois une vénération émue. Il les aime toujours, mais il ne croit plus à eux, et sa foi nouvelle éclate, malgré lui, quand il s'écrie « Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. Entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau. » Là, je ne sais pas. Lout gloire. Voilà, c'est un T. Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère. Et comme ferait une mère, la voix d'un peuple entier les berce en leur tombeau.